Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, on va faire un épisode à propos de qu'est-ce que le Tamagahane. On va commencer avec Fusion, chapitre 1, chapitre 2, acier précieux, 3, construction de lame, 4, forge, 5, mythe, 6, artisanat, 7, pratique et 8, opinion. Donc, la fusion, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, un four à tube d'argile ou un four d'argile rectangulaire, ça s'appelle un tatara ou encore le bas-fourneau. Cela permet un acier en fusion partielle, température de fusion de l'acier, ou un acier fondu avec une fonte de l'acier. Donc, une fusion complète. Le bas-fourneau tatara est un four traditionnel. Les forges japonaises de type tatara sont une méthode traditionnelle de fusion de sable ferreux par combustion simultanée entre le sable de fer et le charbon de bois. Cette méthode reste encore aujourd'hui la seule qui permet de produire du tamahagane, un type d'acier spécial utilisé pour la fabrication de sabres japonais. Il existe également un deuxième type de bas-fourneau tatara au Japon, dont nous parlerons plus tard. Le tatara, traditionnel de la région de Shimane, mesure 2,7 mètres de longueur, environ 1 mètre de profondeur et 1,2 mètre de hauteur. Il s'agit d'une bassine d'argile rectangulaire géante, utilisée pour la fusion de l'acier. Avec une structure enterrée, la bassine rectangulaire du tatara, il y avait une structure souterraine en pierre, faite de bois, de pierre et d'argile, protégeant le tatara de l'humidité et permettant de stabiliser la température. Au lieu du four à argile tatara, la structure souterraine peut être utilisée plusieurs fois et ne pas être détruite et reconstruite à chaque nouveau processus de forge dans le bas-fourneau. Les usines sidérurgiques et métallurgiques de Tatara sont exploitées depuis longtemps autour des montagnes de Shugoku, car la région regorge de ressources naturelles propices à la fabrication du fer. La région est riche en granit, par exemple, qui contient du sable ferreux de haute qualité. Les vastes zones de forêt permettaient également un approvisionnement suffisant en charbon, de bois, nécessaires au processus de fusion lors de la fabrication du fer. Cette région prospérait autrefois en tant que centre de production de fer. À son apogée, entre la fin de la période Edo et le début de la période Meiji, de la fin du XVIIIe au XIXe siècle, 90% de la production nationale totale de fer avait lieu dans cette région. La ville de Yoshida et la ville d'Hunan étaient la maison de la famille Tanabe, la famille la plus influente du secteur tatara de la région. L'atelier tatara exploité par cette famille s'appelait Takadono et il n'est plus en activité. Le maître ingénieur responsable de la fabrication du fer tatara s'appelait Murage. Le principal site de fabrication de fer de la famille Tanabe, Sujaya Tatara, dans la ville de Yoshida, fabriquait de l'acier 60 à 70 fois par an, de l'ère Edo à Meiji. Pour faire du tatara, il fallait 5 jours, avec 2 jours de préparation pour le tatara pour les quantités de charbon de bois et de sable de fer. Puis 3 jours et 3 nuits de travail sidérurgique, métallurgique dirigé par le Murage. Le processus de fusion de l'acier du tatara, qui dure 3 jours et 3 nuits, est appelé le cycle Itoyo. Les Murage évaluent à ce moment la température correcte du tatara à 1300 degrés Celsius sans thermomètre. Par le bruit des flammes, presque sans dormir pendant 3 jours et 3 nuits à regarder attentivement l'évolution du tatara. Les scories qui sont à l'état liquide sont évacuées du four par un trou au fond du tatara. Les températures dans le tatara n'étaient pas uniformes. Vers le bas, là où elles étaient plus élevées, et donc les conditions réductrices étaient augmentées. Les atomes de carbone contenus dans le charbon de bois réagissent avec les atomes de fer pour former de l'acier, avec différentes quantités de carbone.
Les bas-fourneaux type Tatara présentent différents avantages et inconvénients. La méthode Keraoshi est également connue sous le nom de four à basse température. C'est le bas-fourneau Tatara. La température dans ce cas n'atteint pas le point de fusion du fer à 1510 degrés, et donc le matériau n'est pas complètement fondu. Acier de basse qualité, le Zuku, fonte brute à 2% de carbone, et le Bukera, fer forgé à 0,2% de carbone, c'est du fer forgé, représentait 80% de la production de Tatara, et la teneur maximale en production de Tamagane était environ 20% du Kera. Le Kera, c'est une éponge de fer extraite du Tatara après fusion des matériaux, procédé traditionnel de conception de l'acier. La technologie du fer et de l'acier est arrivée au Japon probablement de Chine via la Corée, bien que ce sujet soit encore débattu. Ce que nous savons, c'est qu'au XVIe siècle, le four Tatara était fabriqué en argile et avait la forme d'une grande boîte. Ses dimensions variaient beaucoup, notamment selon les régions et selon les périodes, mais en général, elle mesurait environ 2 à 5 mètres de longueur et 1 à 2 mètres de largeur. La hauteur pouvait être d'environ 1,1 à 2 mètres, comme le montrent les représentations artistiques. Ces fours étaient beaucoup plus grands que leurs prédécesseurs et pouvaient donc atteindre une température plus élevée que par le passé. Les composants de qualité relativement faible, comme Zuku et Bukera, ont été forgés en barres plates appelées waritetsu, après décarburation. Le charbon de bois, source de carbone, est fabriqué au Japon à Shimane à partir du kunugi, le chêne à dents de scie appelé scientifiquement le Quercus akutishima. 2 types de charbon de bois étaient utilisés dans le processus de fabrication du fer Tatara. L'un d'eux s'appelait Ozumi et on l'utilisait dans les bas-fourneaux. Et l'autre s'appelait Kozumi qui était utilisé pour le processus de décarburation en forge. La décarburation consiste à éliminer le carbone de l'acier pendant le processus de forgeage. Comme il fallait une énorme quantité de charbon de bois, les Teishi, propriétaires de Tatara, possédaient de vastes forêts et montagnes pour répondre à la demande. Étant la famille la plus influente à son apogée, la famille Tanabe possédait 250 km² de forêts et montagnes, soit une superficie plus grande que la ville actuelle d'Osaka. La ville de Yoshida, dans la ville d'Hunan, est entourée de montagnes. Elle a été conçue comme le siège de la famille Tanabe, la famille d'affaires la plus puissante de l'industrie Tatara. Les propriétaires d'entreprises de l'industrie sidérurgique de cette région étaient appelés Teishi, ce qui signifie fabricants de fer. Ils possédaient et généraient plusieurs sites de fabrication de fer autour de la ville. Les ateliers de forgerons Do-Kaji étaient situés à proximité de leur propriété résidentielle, ce qui leur a permis de pratiquer des opérations commerciales intégrées. La famille Tanabe avait depuis longtemps été nommée chef Teishi par le domaine Matsue pendant la période Edo, ce qui leur a permis d'être reconnus comme l'un des meilleurs entrepreneurs Tatara. Avec l'avènement de la période Meiji, des méthodes de fabrication du fer de style occidental plus productives et l'importation de fer brut moins cher a vu le déclin du Tatara commencer. Ainsi, l'industrie Tatara déclina progressivement et l'entreprise Tatara de la famille Tanabe fut finalement fermée en 1923. Le sable de fer, une matière première riche en fer. Le fer peut être de la magnétite, de la marcassite et de l'hématite. Le minerai de fer est contenu dans du sable de fer extrait de la terre pour la fabrication de sabres japonais. Sable de fer traditionnel provenant de Shimane au Japon sur l'île d'Honshu, qui s'appelle Satetsu. Avec 58% de fer dans le sable provenant de la région de Shugoku, le sable ferreux de qualité banale au Japon contient 2 à 5% de fer à l'époque, le fournisseur l'extrait de la rivière ou de la plage puis le purifie. Le sable de fer contient également du soufre, du phosphore, du manganèse, du vanadium et du titane. Le sable de fer traditionnel japonais contient de la magnétite, un composant minéral ferreux. Les sables ferreux étaient trouvés en grande quantité dans tout l'archipel japonais et étaient concentrés dans la région de Shugoku. Le satetsu pourrait grossièrement être divisé en 3 catégories: masa, akame et hama. Le masa satetsu était considéré comme de première qualité parmi les 3 et il était utilisé pour produire le célèbre tamahagane. Le sable de fer utilisé pour les opérations métallurgiques du Tatara était extrait manuellement par une méthode d'extraction appelée kana nagashi. Dans cette méthode, des pioches étaient utilisées pour gratter la couche arabe des flancs de collines, ce qui délogeait du sable
ce qui contenait du sable ferreux. La terre délogée était ensuite déversée dans une écluse et évacuée vers un site de criblage. Sur le site, le sable ferreux était raffiné et finalement collecté selon la méthode de concentration par gravité. Le sable de fer provenait non seulement des montagnes mais également du lit de la rivière Hii à Hunan. Le sable était récolté selon la méthode Kananagashi, où l'eau devait s'écouler le long d'une pente de montagne particulièrement abrupte. Il fallait dégrader les roches granitiques altérées contenant des sables ferreux afin que les sources de fer brutes lavées soient déposées au pied de l'étang. Le processus est également appelé Suiro Hashiri ou faire couler la voie navigable. Le concept est similaire à celui de l'orpaillage. Les installations de lavage du minerai seraient composées de 4 bassins de lavage avec du sable de meilleure qualité présent après chaque lavage. Le minerai est progressivement trié jusqu'à ce que le sable de fer constitue jusqu'à 80% de la matière collectée. La terre plus légère dérive vers le bas tandis que le sable de fer lourd coule au fond. Le sable ferreux extrêmement pur peut être trié en répétant le processus. Cependant, il est facile de voir combien de temps pouvait prendre le processus de fabrication d'un bon sable de fer brut purifié. L'Akame Satetsu de qualité inférieure et le Masa Satetsu, la qualité supérieure pour le Tamahagane. La fabrication artisanale de l'acier en Occident est faite à partir d'oxyde de fer, du minerai de fer contenant des scories et de l'oxyde de fer. Provenant de l'industrie sidérurgique moderne, un forgeron peut utiliser à notre époque pour la fabrication de sabres japonais aux États-Unis, en France, en Corée ou en Chine. Par exemple, le fameux forgeron reconnu Walter Sorrell utilise de l'oxyde de fer qui contient de l'hématite. Le souffleur utilise la force de l'air pour accélérer la combustion du charbon en maintenant la température la plus élevée lors de la combustion du charbon. L'équipement d'alimentation en air traditionnel, pour le tatara, nécessitait des qualités substantielles d'oxygène qui devaient être introduites dans le four pendant la fusion. Les soufflets à pied dotés d'un mécanisme à bascule étaient appelés tenbin fuigo. Ceux-ci ont été inventés entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle dans la région de Shugoku. L'introduction de nouveaux types de soufflets a entraîné un changement radical dans la productivité du four. Avant 1906, l'alimentation en air était depuis longtemps opérée manuellement. Des soufflets générés par des roues hydrauliques ont été introduits à Sugaya Tatara cette année. Haute température. Plus la température est élevée dans le four, plus le fer est purifié, retirant un maximum d'impuretés, les scories. Le four Tatara, c'est une bassine géante faite d'argile avec du charbon de bois, du minerai de fer contenu dans le sable de fer, de l'air et une haute température permettant la fusion partielle ou totale du fer avec le charbon de bois. À 1300-1400 degrés sur un bas fourneau traditionnel japonais Tatara, selon la méthode Karoshi, la fusion du fer et du charbon n'est pas complète. À 1500 degrés sur un haut fourneau traditionnel japonais Tatara, type Zuku Oshi, la fusion du fer et du charbon est complète. Entre 1500 et 3000 degrés dans un haut fourneau industriel moderne, la fusion du fer et du charbon est également complète. Le four Tatara traditionnel Karoshi est chargé de sable de fer ou de minerai de fer, puis du charbon de bois ajouté. Dans cette phase, les premières réactions de réduction ont lieu et des scories de fer commencent à se former. La température monte lentement et les scories qui sont à l'état liquide sont soutirées du four par un trou au fond. Des minerais de sable de fer sont ajoutés à nouveau avec du charbon de bois et tandis que le kera grandit, la paroi des fourneaux commence à s'amincir. Au bout de 3 jours, les murs d'argile ne supportent plus la réduction et le four est cassé pour extraire l'énorme fleur d'acier, le kera. Ce processus est appelé Itoyo, ce qui signifie une génération. Acier précieux. La méthode Keraoshi, issue de la fonte du fer en acier,
produit du tamahagane, l'acier précieux. Elle est différente du haut fourneau traditionnel ou du haut fourneau moderne. Il s'agit d'un processus direct de fabrication d'acier et dans ce cas, le tatara est exploité comme un bas fourneau. Le kera est une éponge de fer, un conglomérat massif de fer, d'acier et de scorie. Pour déterminer quel morceau de kera était du tamahagane et lequel ne l'était pas, il fallait briser le bloc en plusieurs morceaux et effectuer plusieurs tests pour les classer. Si le petit bloc analysé était plus dur, se cassant au lieu de se plier, et était généralement situé dans la zone extérieure du kera, c'était du tamahagane. Les autres qualités d'acier, type faible en carbone ou fer pur, réagissent différemment en pliant. Il était donc plus facile, en ayant une bonne qualité d'expérience, de déterminer la quantité de carbone qu'il y avait à l'intérieur. Avant d'envoyer les différentes pièces d'acier et de fer forgé au forgeron, il était généralement consolidé par martelage. Les pièces étaient chauffées jusqu'à ce qu'elles soient rouges, puis martelées. Ce procédé permet d'améliorer encore la pureté du fer ou de l'acier puisque les scories emprisonnées à l'intérieur sont expulsées. Kera contient un mélange inhomogène de fer forgé, type Buchera, 0,2% de carbone, d'acier et de fonte brute, appelée Zuku, à 2% de carbone. La teneur en carbone de Kera n'est pas uniformément répartie. L'acier à haute teneur en carbone contient environ 0,6 à 1,5% de carbone et est appelé tamahagane. Le fer à faible teneur en carbone contient environ 0,2% de carbone. Il est souvent refondu avec de la fonte brute pour fabriquer du sagahagane contenant 0,7% de carbone. Le kera est un résultat de déoxydation produit lorsque le charbon de bois et le sable de fer sont fusionnés ensemble. À partir de 8 tonnes de sable ferreux et 13 tonnes de charbon de bois, le kera pèse environ 2,5 tonnes. Contenant 1 tonne 8, 1,8 tonnes d'acier, il contient 500 kg d'acier qui servira à la fabrication d'armes. Seulement 180 kg d'acier à haute teneur en carbone sera utile pour la fabrication de sabres. Avec 180 kg, on peut faire environ 18 sabres japonais type Uchi Katana Bohi de Nagasa 60 cm ou environ 9 Uchi Katana Nohi de 70-80 cm. Cela dépend toujours des compétences du forgeron qui va expulser une plus ou moins importante quantité d'acier au fur et à mesure de la forge. 1,5 tonne d'acier de kera coûte environ 100 000 $. C'est 100 fois plus cher que ce que coûte l'acier moderne. Le tamahagane. Le tamahagane est d'aspect argenté comme son nom l'indique. Acier précieux, acier bijou. Le tamahagane n'est pas fait en fonte, car la fonte contient 2% de carbone, mais en acier contenant 0,6 à 1,5% de carbone. À partir de 21 tonnes de charbon de bois et de sable de fer, le poids du kera représente environ 5% des matières premières utilisées pour le tatara. À partir de 1,5 tonne de kera, on fait donc 500 kg d'acier pour faire des armes, soit environ 200 kg à peu près de tamahagane pour la fabrication de sable japonais. Donc le tamahagane représente environ 10 à 20% du kera, selon le rendement. Le tamahagane représente donc environ 0,5% sur 21 tonnes de matières premières. C'est donc un acier vraiment précieux et cher. La meilleure partie de l'acier, entre 0,6 et 1,5 de carbone, et tama veut dire précieux et hagane veut dire acier pour sabre. Puisque ha, ça veut dire tranchant, et gane, ça veut dire acier. Donc hagane veut dire acier pour sabre, pour lame de sabre. Les forgerons conservent cet acier précieux et le nettoieront avec des travaux de forge. Bien que le nom tamahagane n'ait pris racine qu'au milieu de la période Meiji, 1866-1912, l'existence d'un acier de haute qualité appelé shirahagane, acier blanc, considéré comme équivalent au tamahagane, a été confirmé au cours de la période Tenmon, 1532 à 1554. Le tamahagane est apprécié depuis la période Edo,
1603-1867 comme un excellent acier pouvant être utilisé comme hagane, métal de lame, simplement le forgeant en raison de sa teneur extrêmement faible en impureté et de la qualité uniforme du matériau. Le nom tamahagane existait dès la fin de la période Edo, 1603-1867. À cette époque, le tamahagane était une boule ronde à grains fins produite par broyage de Kera, la loupe. La plupart des aciers au carbone intermédiaire, du fer forgé à 0,2% de carbone, et des aciers refondus sera utilisé pour des outils ou des couteaux. Seules les meilleures pièces d'acier à haute teneur en carbone, ainsi que du fer forgé et de la fonte, sont utilisées pour la forge de katana. Le processus de décarburation. Le tamahagane, 0,6 à 1,5% de carbone, sera réduit à 1,1% de carbone. Cela se produit lorsque le métal est chauffé à des températures de 800 degrés Celsius ou plus lorsque le carbone du métal réagit avec des gaz contenant de l'oxygène et de l'hydrogène. Du point de vue de la technologie moderne de notre industrie métallurgique, le tamahagane est un matériau en acier brut qui est un métal assez impur, parce que le minerai de fer contenu dans le sable ferreux contient trop d'impuretés et que le four Tatara ne peut atteindre qu'une température maximale limitée à 1300 degrés pour éliminer les impuretés de l'acier. Le rendement, avec un four traditionnel à tube en argile ou rectangulaire, un forgeron de couteau japonais peut produire actuellement au Japon, à partir de 30 kg de fer, environ 10 kg d'acier tamahagane. C'est l'équivalent d'un bohi uchi katana d'1 kg avec nakasa de 60-70 cm avec un bon forgeron japonais ne dépensant pas trop d'acier durant le processus de forge. Il est totalement possible qu'un forgeron ait besoin de plus d'acier que 10 kg et ait besoin de 20, 30 ou 40 kg d'acier selon la taille de la lame, sa géométrie de lame, sa construction de lame, etc. Les étincelles produites sur une machine à aiguiser peuvent révéler la teneur en carbone. Traditionnellement, il était martelé pour définir différents niveaux de carbone. Si le matériau en acier se courbait, cela révélait une faible teneur en carbone, ou s'il se cassait, car il était fragile, cela révélait une haute teneur en carbone. Le sagegane. Donc là, c'est les images que vous voyez en même temps. C'est un autre processus de forge type Tatara, moins connu. De son nom Zukuoshi Tatara, le haut fourneau traditionnel japonais à haute température, comme dans l'industrie métallurgique moderne, diffère légèrement de son homologue, le Kera Oshi Tatara. Généralement, le matériau de départ est soit du minerai de fer, soit un sable de fer particulier, appelé akame ou akome, qui se réduit facilement au four. L'air est amené dans toute la partie basse du four, l'angle de la partie inférieure du four est plus grand et du sable de fer est ajouté après le charbon de bois. Ce tatara atteint environ 1500 degrés Celsius, ce qui permet d'atteindre le point de fusion du fer. Avec les minerais de fer qui restent 4 jours à l'intérieur du four, la température est donc uniforme dans l'ensemble des fours, contrairement à la version Kera. Cela permet aux atomes de carbone de se répartir uniformément et de réagir avec ceux du fer, formant une fonte dont le point de fusion est d'environ 1150 degrés Celsius. Lorsque la fonte est à l'état liquide, les scories sont entièrement séparées. Et le produit final sera beaucoup plus pur que celui d'un bas fourneau. Cependant, on produit de la fonte et non de l'acier. Cela signifie qu'un processus supplémentaire appelé affinage est nécessaire pour réduire la teneur en carbone du matériau et fabriquer de l'acier ou du fer forgé. En japonais, l'ensemble du processus s'appelle ookaji et implique sage, qui transforme la fonte en acier à moyenne haute teneur en carbone appelée sagegane, et onba, qui abaisse encore davantage la teneur en carbone et produisent de l'oroshigane, avec les mêmes propriétés que le fer forgé. Donc on est à 0,2-0,3% de carbone. Contrairement au Kera Oshi, pour produire de l'acier avec la méthode Zuku, 2 phases sont nécessaires, c'est un processus métallurgique indirect. La première est la fusion du fer, charbon, fonte en liquide. Le four est chauffé avec du charbon de bois, puis on ajoute du sable de fer. Le processus dure 4 jours, au cours desquels les scories sont entièrement séparées de l'acier. Le produit final est coulé dans des moules, puis introduit dans une parure métallurgique plus proche du four permettant de décarburer la fonte. C'est là que commence la phase de collage. Dans le premier passage, appelé sage, les blocs de fonte étaient placés dans un tunnel à l'avant de la tuyère, donc c'est le tube permettant d'insuffler de l'air dans le four.
recouverts de charbon de bois, puis cuits avec de l'air soufflé, et après 1 heure, les blocs ont été fondus et leur teneur en carbone a été abaissée entre 0,7 et 1% de carbone. L'humidité a été soigneusement vérifiée et finalement de l'eau a été ajoutée car les températures élevées asséchaient le foyer et rendaient l'acier trop cassant. Après 2 heures, Sagegane a été obtenu et il n'y a eu aucune perte de matière. Le deuxième passage appelé Honba, les blocs Sagegane, était mélangé avec des blocs Bukera en 2 portions pour 1 comme quantité. Le processus est similaire, du charbon de bois a été ajouté et avec un souffle d'air, les premiers blocs de Sagegane ont commencé à fondre. Ensuite, ils ont été agglomérés et décarburés davantage. Une fois ce processus terminé, le résultat était forgé par martelage et chauffage et transformé en plaques. Dans ce cas, il y avait une perte de matière de 30 à 40% et la teneur finale en carbone était d'environ 0,1%, donc c'est du fer forgé. La méthode Zuku-Oshi, qui s'est établie depuis la période Kamakura, 1192 à 1333, non seulement était plus ancienne que la méthode Keraoshi, qui remontait à l'ère Tenbun, mais elles étaient encore plus utilisées dans tout le Japon. Les hauts fourneaux, bien que plus sophistiqués et avancés que les bas fourneaux, sont moins connus au Japon. Pour quelle raison ? Les Japonais ont probablement obtenu leur technologie de Chine, qui utilisait déjà des hauts fourneaux. Et jusqu'à récemment, on supposait qu'en Chine, les bas fourneaux n'étaient pas utilisés à cette époque. Cette thèse a été réfutée par des preuves récentes, mais les hauts fourneaux restent la principale source d'acier et de fer dans la Chine ancienne. Bien que l'on suppose que les 2 méthodes Tatara ont commencé à être pratiquées dès le 6e siècle au Japon, le Zuku-Oshi était celui le plus utilisé notamment à l'époque Edo. Ainsi, la majorité des objets en fer et en acier auraient été fabriqués à partir de Zuku Tatara. Au début du XXe siècle, le Tatara était obsolète. Les hauts fourneaux modernes de style occidental étaient incroyablement meilleurs que ces fonderies d'argile anciennes et traditionnelles. Après la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de l'histoire et des connaissances ont été perdues au Japon et peu d'hommes ont commencé à étudier l'histoire des katanas en profondeur avec des outils modernes. Il y a eu en fait un débat pour savoir si les forgerons d'autrefois utilisaient du Tamahagane ou du Sagegane. Et dans les années 70, lorsque le Nitoho Tatara a commencé à être exploité, ils ont choisi un Keraoshi Tatara. L'accent mis sur cette méthode est probablement exprimé par le fait que le bas fourneau Tatara pourrait avoir été une forme de développement type indigène japonais et est assez unique dans le sens où il utilise du sable de fer au lieu de minerai de fer. C'est de là qu'est venue l'inflation du Tamahagane. En dehors de cela, le Keraoshi Tatara n'est qu'un fourneau sans rien de vraiment spécial et le Tamahagane n'est qu'une éponge de fer à haute teneur en carbone d'un point de vue purement métallurgique. Cependant, il existe encore des historiens et forgerons modernes comme Manabe Sumihara qui soulignent l'importance du Zuku-Oshi Tatara. Et il existe toujours des forgerons utilisant de la fonte décarburée pour fabriquer des lames de sabre japonais. Alors, quelle est la différence entre le Sagegane et le Tamahagane ? Le Sagegane peut être fabriqué avec la même quantité de carbone que le Tamahagane, ce qui dans les deux cas ne convient pas pour les sabres ou armures. En fait, la teneur en carbone doit être abaissée pendant le processus de forge et des analyses modernes ont montré que la teneur en carbone du tranchant de l'épée n'a jamais dépassé 0,8% de carbone entre la période Heian et la période Edo. Les deux méthodes contenaient des aciers encore assez hétérogènes, répartition du carbone dans l'acier, en raison de la technologie utilisée. L'une des principales différences entre les deux méthodes réside dans la quantité d'inclusion non métallique ou de scories. Les sabres fabriqués dans le bas fourneau contiennent toujours des scories piégées provenant du processus d'extraction. Puisque le fer ne se liquéfie pas, il reste des scories métallurgiques ainsi que les scories introduites lors du processus de forge. D'un autre côté, les sabres fabriqués en fonte raffinée ne contiennent que des scories de forge, ce qui veut dire que Sagegane est plus pur et meilleur que le Tamahagane, même si c'est une petite quantité d'impuretés qui diffère entre les deux méthodes. Cela est également vrai pour l'ensemble de la production des deux Tatara comparés, la méthode Zuku-Oshi a produit un acier final de meilleure qualité. Il est cependant juste de souligner que dans un monde pré-industriel, des scories auraient toujours été présentes à l'intérieur des objets métalliques, que ce soit en Europe ou au Japon. Malgré ses défauts, la méthode de Keraoshi offre d'autres avantages. Elle est plus rapide et pouvait produire directement de l'acier à haute et faible teneur en carbone, sans entrer dans le processus de décarburation, un atout assez important durant la période Sengoku Jidai, où la demande d'objets en fer et en acier était incroyablement élevée.
Pour information, la fonte contient moins d'impuretés car son état liquide permet aux scories d'être complètement séparées du fer. Mais sa teneur en carbone le rend trop fragile pour être utilisé comme arme blanche ou armure et nécessite un processus de raffinage supplémentaire. C'est pourquoi cette méthode directe Zuku-Tatara n'était pas souhaitée avec la fonte. Donc, on va essayer d'expliquer maintenant le processus de l'acier moderne. Donc, l'acier moderne industriel, c'est l'acier de fusion, peut être fabriqué à partir de minerais de fer ou de ferraille. Le minerai de fer et la chaux sont d'abord concassés et agglomérés dans une coquerie. Le charbon est transformé en coke en le chauffant à l'abri de l'air. Le minerai de fer et la coke sont chauffés à des températures très élevées dans un haut fourneau. La fonte liquide est obtenue dès la première coulée, les résidus sont éliminés. La fonte qui contient encore beaucoup d'impuretés et de carbone est raffinée par oxydation dans un convertisseur où la majeure partie de ce carbone est brûlée. On obtient de l'acier liquide. L'acier liquide est ensuite envoyé vers une station d'affinage où sa qualité est ajustée par coulée continue, l'acier est façonné. Il est coulé dans des moules sans fond et refroidi pour donner des demi-produits. L'acier peut être obtenu à partir de ferraille également dans des fours électriques où il est fondu par un arc qui surgit entre les électrodes. On va revoir ça en détail concernant le haut fourneau avec la fabrication de l'acier moderne industriel. Donc, on part du minerai de fer qui va être transformé en fonte liquide puis en acier liquide. Donc là, vous pouvez voir l'industrie sidérurgique et métallurgique moderne. Donc on part du minerai de fer, on va transformer ce minerai de fer en fonte liquide, puis on va le convertir ensuite en acier liquide. Donc le minerai de fer est préparé dans une usine d'agglomération, puis fondu avec du coke dans un haut fourneau. Du haut fourneau est créée la fonte brute. La fonte passe ensuite dans un convertisseur, on obtient alors de l'acier liquide. Le fer est le principal ingrédient de l'acier, mais il n'existe pas à l'état pur dans la nature. Donc, la sidérurgie, c'est le travail pour obtenir un minerai de fer de qualité. Donc, on parle de minerai de fer qui contient de l'oxyde de fer. Le fer sera séparé du minerai de fer en éliminant l'oxygène et d'autres impuretés. Mais nous allons d'abord préparer le minerai sur la chaîne d'agglomération. Sur la ligne d'agglomération, le minerai est broyé, calibré puis cuit, obtenant ainsi une sorte de gâteau poreux et rigide qui est constitué de grains agglomérés agglutinés. C'est cet agglomérat concassé qu'on va fondre au haut fourneau à très haute température avec du coke. Donc, le coke, c'est un combustible puissant, fabriqué à partir du charbon. Donc, le coke est en fait du carbone presque pur. Et c'est ce carbone qui va nous permettre de séparer le fer de l'oxygène. Là, vous voyez la coquerie. Le coke et l'aggloméré sont transportés ensuite vers le haut fourneau. Donc le haut fourneau est l'un des éléments les plus impressionnants du complexe sidérurgique. Il peut atteindre 90 mètres de haut. Là, on voit le haut fourneau. C'est assez impressionnant. On voit que entre Zuku-Oshi et le haut fourneau industriel, il y a une différence. Le minerai aggloméré et le coke sont chargés en couches alternées dans la partie supérieure du haut fourneau. La proportion est de 5 doses de minerai pour une dose de coke et le chargement et le dosage sont automatisés. Dans le bas du haut fourneau, on insuffle de l'air chaud à presque 1200 degrés. Cela provoque la combustion du coke qui va entraîner la fusion du minerai. Dans le haut fourneau, l'union entre le fer et l'oxygène est rompue par le carbone qui a une très forte attirance pour l'oxygène.
Ainsi, grâce au carbone contenu dans le coke, on a isolé le fer. À la sortie du haut fourneau, la fonte liquide est récupérée à 1500 degrés. La fonte est un mélange de 96% de fer et de 4% de carbone. Ce carbone provient de la petite partie du coke qui n'a pas brûlé. Un acier ne contient pas plus de 1% de carbone, donc à la sortie du haut fourneau, on est encore à plus de 4%. Ce n'est pas de l'acier, c'est de la fonte. Avec 1 tonne de minerai, on fabrique 600 kg de fonte. Le reste est transformé en gaz et en résidus liquides qui vont se solidifier. La fonte va à l'acierie. La fonte est transportée à chaud dans des wagons spéciaux. À son arrivée à l'acierie, elle est versée dans une énorme cuve appelée poche. Cette poche est acheminée vers le convertisseur. C'est une sorte de marmite géante où la fonte est transformée en acier. Sur le lit de ferraille, on verse la fonte liquide, on souffle ensuite de l'oxygène pour brûler la majeure partie du carbone et des impuretés contenues dans la fonte. Le bain est à 1600 degrés Celsius. En sortie du convertisseur, on obtient de l'acier que l'on appelle acier sauvage. À ce stade, il n'est pas tout à fait terminé et n'est pas à la nuance souhaitée. Ainsi, dans l'acier sauvage, il reste une faible proportion de carbone qui est encore trop élevée pour certaines nuances d'acier. C'est ainsi à la station de raffinage que l'on décarbure, c'est-à-dire que l'on élimine l'excès de carbone. Pour décarburer l'acier sauvage, eh bien, il va falloir de l'oxygène et de l'argon qui vont être injectés dans l'appareil. Le carbone est évacué vers la partie haute sous forme gazeuse. Ensuite, on ajoute les composés chimiques correspondant à la nuance commandée. Selon les cas, il peut servir de magnésium, de silicium, de chrome, de nickel ou d'autres éléments. Au moment de l'affinage, tout est soigneusement contrôlé, les dosages sont précis, au millionième près. De plus, chaque produit possède sa propre carte d'identité qui l'accompagne de la commande jusqu'à la livraison. Ce sont les principales étapes de la filière fonte, tout simplement car il faut passer par la fonte avant de fabriquer l'acier. Avec 1 tonne de fonte, nous fabriquons 1,1 tonne d'acier, puis différentes étapes pour donner différentes formes de produits exploitables à base d'acier. On voit donc que le rendement est bien supérieur à partir des matières premières, des matériaux bruts utilisés, que ce soit coke ou un minerai de fer, par rapport au rendement traditionnel du tatara, de la même méthode type au fourneau, ou de la méthode bas fourneau. Là, vous pouvez voir les différentes manières de refroidir l'acier et de le faire passer dans des moules et lui donner différentes formes sur ce complexe métallurgique moderne pour ensuite vendre des produits d'acier sous différentes formes à différents clients. Voilà, là c'est le haut fourneau. On a bien vu les différentes étapes qui sont résumées encore à l'écrit là et on a fini pour cette partie sur l'acier précieux. Construction. Donc d'un katana Nihonto, un katana signifie sabre japonais à lame incurvée avec un seul tranchant. Sa construction est très intéressante et a évolué de l'ère Heian, donc 700 ans après Jésus-Christ, en tant que koto, jusqu'à l'ère Heisei actuelle en tant que gendaito. La différence entre le koto, premier sabre japonais dit katana, c'est en fait un tachi, et le gendaito, c'est la longueur et la courbure de la lame. L'appellation katana étant générique. Le vrai mot pour le koto à l'époque de l'ère Heian, c'est tachi. Donc, un acier doit être homogène avec une quantité de carbone importante, c'est la clé pour la fabrication du sabre japonais. On a plusieurs aciers, on a l'acier Shigane ou dit Shingane, c'est l'équivalent du 1045 avec 0,2 à 0,45% de carbone. Il est doux, ne conserve pas bien le tranchant mais supporte les chocs, donc il peut se plier assez facilement. On a ensuite le Kawagane, l'acier moyen, donc l'équivalent du 1060 moderne avec 0,6% de carbone. Acier moyen, garde le tranchant, supporte les chocs. Il peut se plier et garder le tranchant affûté. On a ensuite le Hagane, donc l'acier très dur,
Donc s'il est fait au Tatara, il est entre 1 et 1,5% de carbone. S'il est fait en acier moderne, ça peut être du Mi-95 ou du T10. Le Mi-95 à 0,95% de carbone et le T10 à 1,05% de carbone. C'est un acier dur qui garde très bien le tranchant mais ne supporte pas les chocs, peut se casser facilement s'il est frappé contre un matériau plus dur ou très dur. Maintenant, la construction de lame. Les sabres nippons au XVIe siècle et des siècles précédents ont été analysés par différents auteurs, notamment Cyril Stanley Smith, où la teneur en carbone était la même dans chaque sabre, environ 0,5% de carbone. Cela signifie que la lame a été créée avec un seul type d'acier, tout comme leurs homologues d'autres parties du monde. En coupe transversale, il a été possible d'observer une méthode de laminage, mais avec un seul type d'acier. Ces sabres étaient-ils plus fragiles que ceux de l'époque Edo? Non, pas en termes de robustesse. En fait, ils n'avaient pas de ligne de soudure à l'intérieur du matériau, et donc aucun point de défaillance possible. En revanche, ils avaient un tranchant plus doux, ce qui n'est en aucun cas un inconvénient, surtout lorsque ces sabres étaient censés être utilisés contre une armure, contrairement aux sabres ultérieurs. Ces sabres coûtaient beaucoup plus cher à fabriquer, parce que l'acier requis avait une teneur élevée moyenne en carbone et composait la lame entièrement, plutôt que seulement sur le tranchant. Ainsi, les Shinken laminés de l'époque Edo à l'ère Heisei actuelle coûtaient moins cher en tamahagane en utilisant uniquement du hagane sur le tranchant, alors que ceux de l'ère Heian à Muromachi utilisaient du kawagane ou du hagane sur l'ensemble du sabre. En matière de kenjutsu sur le champ de bataille, cela fait sens car si on a un tranchant trop dur et qu'on frappe sur une armure ou un sabre, au niveau pratique c'est très embêtant parce que la lame va facilement se briser. Mais également dans le cas de deux lames frappées l'une contre l'autre, si l'on pense à la défense et à l'attaque pour le kenjutsu. La construction avec une pièce d'acier, donc ça c'est le modèle monostyle, donc un seul acier, monobloc, la forge d'une seule pièce d'acier de l'Ariane à l'ère Muromachi, sous le nom de sabre Koto. Donc ce modèle de forge, tout le monde le connaît, il s'appelle Maru, c'est le plus connu. Ensuite, vous avez la construction avec deux pièces d'acier forgées, donc c'est la structure deux pièces d'acier, de l'Ariane à l'ère Edo. Le sabre est également appelé Koto, vieille épée. Donc on appelle le modèle le plus connu pour ce modèle à deux pièces d'acier, c'est une construction qui s'appelle Kobuse, comme le sabre de chez Heisei Green Custom. La construction en acier laminé, donc de l'ère Edo à l'ère Heisei, en tant que Gendaito, donc là c'est de l'acier laminé, donc il y a de l'acier moyen, de l'acier doux et de l'acier dur. Les plus connus c'est Onsanmai, Shiozume, Soshukitae et d'autres. Une température élevée n'était pas obtenue au moment d'un koto dans une usine de fer Tatara. C'est pour cette raison que la fonte, le fer et l'acier ont été purifiés par le travail de forge. Les forgerons ont conçu des idées ingénieuses afin de fabriquer un bon métal broyé, le shingane. Par conséquent, il existe une différence dans les aciers utilisés par chaque forgeron et chaque école, différenciant les forgerons par leur niveau de compétence en sidérurgie, qualité et pureté du minerai de fer obtenu, en métallurgie, fonte du fer en acier et en forge, nettoyage et modelage de l'acier. La beauté et l'excellente performance, donc flexibilité et solidité d'une lame, ont été réalisées en combinant des aciers de différents types. Le tamahagane dur de production de masse est apparu dans l'innovation des Tatara de l'ère Keisho. Une forge trie l'acier et le distribue aux forgerons. Par conséquent, l'usine sidérurgique primitive de Tatara a modifié l'organisation de l'approvisionnement d'acier. Les forgerons ont été forcés d'utiliser du tamahagane de masse sans pouvoir l'accepter ni le refuser. Comme ce tamahagane était trop dur, la fabrication conventionnelle de sabres a dû évoluer. Ainsi, une nouvelle structure a dû être inventée avec la construction laminée. Et étant donné que le travail du forgeron pour concevoir l'acier était réduit, cela peut expliquer pourquoi ils ont validé ce tamahagane produit en masse. Il semble que l'utilisation d'un fer étranger, importé du Sud au même moment, conforte cette hypothèse. L'expression « une bonne chose devient impossible si les gens commencent à vivre dans le confort » est teintée de vérité. Au milieu de la période Edo, le tamahagane est encore plus dur, de production de masse, est apparu dans l'amélioration du Tatara. Ces tamahagane produits en série ont-ils contribué à l'amélioration des performances des armes et à la beauté des lames? La réalité est plutôt inverse. Comparé au koto, il était prouvé par le témoignage d'un polisseur et d'un artiste martial avec vérification lors d'une bataille que la performance des sabres et la beauté des lames reculaient considérablement. Le fer et l'homme empirent avec le temps, dit-on. Une lame Edo est toujours inférieure au niveau d'un koto. Le mythe tamahagane y fait pourtant obstacle. Tant que le tamahagane dur de la production de masse est utilisé, forgé d'une seule pièce est inférieur au laminé.
C'est pourquoi la construction stratifiée d'acier dur et d'acier doux a été conçue. Il est important de noter qu'un katana à l'époque féodale ne doit prendre aucun choc sur le tranchant, mais plutôt sur les côtés ou sur le dos pour la défense en kenjutsu. C'est très logique car l'uchi katana a un bord très dur, ce qui le rend très efficace pour couper, cependant très fragile à l'impact contre une autre lame car l'acier dur ne supporte pas les chocs et se brise facilement. Contrairement à l'épée occidentale du Moyen-Âge, où il est moins tranchant mais plus flexible et plus résistant pour la défense sur le fil, comme l'affirme Stefan Roth, forgeron d'Allemagne dans une interview avec John Sprave, la force de traction est la clé pour le combat. Les épées européennes sont complètement durcies et agissent un peu comme un ressort. Apparemment, la lame mono-acier type Koto n'était pas moins efficace et solide que la lame forgée en 2 pièces et la lame laminée, car avec le temps, pendant l'ère Shinto et Shishinto, l'artisanat est devenu plus artistique et esthétique que pratique pour le champ de bataille. Les lames laminées étaient donc davantage une performance d'un forgeron démontrant ses compétences et qualité de son art. La géométrie. Donc la géométrie de lame la plus connue c'est Shinogi Zukuri. Il y a un noyau solide avec ou sans Niku, Shinogi Ji Suji Ouba, Shinogi Ji étroit ou large, Iraji étroit ou large, avec ou sans gorge, Bohi ou Nohi, Ira Zukuri, forme de géométrie de lame type triangle, et Moroha Zukuri, double tranchant. Donc la forme de la lame a évolué de la lame droite de l'ère Nara à la très longue lame incurvée de l'ère Heian, appelée Tachi, utilisée pour les combats à cheval. À l'ère Edo, Meiji et Heisei, la lame moins courbée et plus courte, utilisée pour le duel ou uniquement à des fins esthétiques et culturelles, appelée Uchi Katana. Forge. Donc, forger, c'est avant tout commencer par plier, pour purifier l'acier, par répartition homogène du carbone, et renforcer également sa solidité en retirant les impuretés, c'est les scories. L'alchimie du marteau fonctionne avec l'eau, le feu et le carbone, transformant l'acier en éliminant les impuretés, en évitant à l'acier des problèmes de fissure. Le pliage de l'acier est obligatoire afin de réduire la teneur en carbone de la billette d'acier à haute teneur en carbone, d'homogénéiser l'acier, de réduire le nombre d'inclusions de scories et de les rendre moins nocives pour l'intégrité de la lame. Si le matériau de départ est suffisamment homogène, vous n'avez pas besoin de plier la billette pour créer une lame plus solide. Donc le pliage de l'acier en termes de fonctionnalité n'a aucun sens avec tout ce qui est produit par un haut fourneau de l'ère moderne. Chaque fois que l'acier est plié, il perd du carbone. Cet élément est réparti uniformément sur la billette et les inclusions de scories sont évacuées du matériau. Lorsque la billette d'acier est chauffée, elle réagit avec l'oxygène de l'air et forme des écailles sombres visibles à la surface. Il est extrêmement important que ces écailles sombres ne finissent pas entre les blocs pliés. Ces écailles sont de la rouille et les avoir entre les couches d'acier serait nocif pour la structure de la lame. En fait, pour éviter une perte excessive de carbone, la billette pourrait être à nouveau enveloppée d'argile. Il est intéressant de remarquer qu'il est presque impossible d'empêcher une quantité minimale de rouille de rentrer à l'intérieur des couches. Entre chaque pli s'ajoute une petite quantité de matière nocive. Ainsi, même si le pliage est extrêmement important au début, à partir d'un certain niveau, cela commence à être préjudiciable. La meilleure limite en nombre serait de plier 2 fois car cela n'apporte aucune solidité à la lame en termes de répartition de carbone et d'élimination des scories en allant au-delà de 2 à 3 pliages. Chaque fois avant d'effectuer un pli, le bloc doit être chauffé à la bonne température et en raison de la perte de carbone, il devient de plus en plus difficile à forger. Cela aide le forgeron à comprendre quand il est temps de terminer le processus. Une fois le processus terminé,
Les billettes en acier à haute teneur en carbone ont une teneur en carbone de 0,7 à 0,8. Les billettes à moyenne teneur en carbone ont environ 0,5 à 0,6. Et ceux à faible teneur en carbone ont entre 0,1 et 0,3% de carbone. Environ la moitié de la matière première a désormais disparu à cause de la forge. Une fois toutes les différentes billettes d'acier prêtes, le forgeron doit commencer à fabriquer lui-même la lame. S'il voulait créer une lame type mono-acier, le processus est assez simple car la seule chose qu'il a à faire est de prendre ses billettes et de commencer à la marteler pour en faire une barre longue et régulière. Un processus beaucoup plus complexe et souvent ritualisé doit être effectué lorsque le forgeron souhaite créer une lame laminée. Car il doit forger et souder tous les différents aciers, à savoir le noyau et la chemise, en une seule pièce, puis commencer à la marteler. Forger la forme. Une fois la billette assemblée et étirée en une longue barre, le processus de conception de la lame commence. C'est là que surgissent la créativité du forgeron et ses choix personnels, et tout dans ce processus est lié à sa volonté. S'il veut créer un katana, un tanto ou un naginata avec une courbure particulière, selon quel type de géométrie de bord il veut utiliser, et ainsi de suite. L'allongement de l'acier pour la forme, contrôle de la dureté et de la douceur de l'acier en réduisant la teneur en carbone. Dans ce processus, le tsunobe représente environ 90% de la longueur et de la largeur finale de la lame, mais il est toujours beaucoup plus épais. La forme est donnée par chauffage et martelage. Le forgeron fabrique également le shinogiji et la kisaki au cours de cette étape. Il est important que la lame soit aussi uniforme que possible sur toute sa surface, et comme le forgeron n'utilise que sa force manuelle, cela nécessite beaucoup d'habileté. Une fois le tsunobe terminé, le forgeron commence à travailler sur le tranchant. Pour cela, il chauffe la lame à 1100 degrés uniquement sur le tranchant et commence à marteler pour lui donner la forme qu'il désire. Il travaille également sur la kisaki, le nakago de la lame et sur le dos. Ce processus est appelé izukuri. Une fois le forgeage et la conception de la lame terminée, le forgeron meule, shiage, la lame afin de donner une épaisseur initiale appropriée au corps et tranchant. Donc maintenant la trempe, yakiite, lame trempée, processus de durcification du tranchant. Donc à ce stade, une grande partie de la lame est terminée, car après le traitement thermique, vous ne pouvez pas enlever beaucoup de matière. Un mélange d'argile, de poudre de roche et de poudre de charbon de bois est peint sur le ha, donc le tranchant, émoussé de la lame et sur les côtés émounés pour fabriquer le hamon. Le processus de refroidissement rapide de l'argile sur le tranchant créera du martensite. Ainsi, les atomes de carbone seront stockés dans le tranchant, au lieu des côtés du noyau et de l'arrière de la lame, avec de la ferrite et de la perlite, ce qui rend la lame plus flexible que le fil. Le hamon d'une lame est créé lors du processus de trempe, appelé yakiire. Lors du traitement thermique différentiel, le revêtement d'argile au dos et côté des lames réduit la vitesse de refroidissement du métal chauffé lorsqu'il est plongé dans l'eau, et permet à l'acier de se transformer en perlite, une structure molle composée de laminage de cémentite et de ferrite. En revanche, le bord exposé refroidit très rapidement, donc le tranchant exposé refroidit très rapidement et se transforme en une partie constituée de martensite, presque aussi dur et cassant que le verre. L'un des facteurs clés de la fabrication japonaise de lames est le durcissement sélectif, appelé durcissement différentiel. Le hamon décrit la transition entre la région de l'acier martensitique, plus dur sur le fil de la lame, et l'acier perlitique, plus doux sur les côtés, au centre et à l'arrière de la lame. Cette différence de dureté est l'objectif du procédé. L'apparence n'est qu'un effet secondaire. Cependant, les qualités esthétiques du hamon sont très précieuses, non seulement comme preuve du traitement de durcissement différentiel, mais aussi comme valeur artistique. Et les modèles peuvent être assez complexes. Poudre de charbon de bois, poudre de pierre à aiguiser, éther faisant partie de l'argile du hamon. La trempe est effectuée la nuit tombée pour empêcher la lumière extérieure de pénétrer. La lame est soulevée uniformément à environ 800 degrés et placée d'un seul coup dans l'eau pour le rôtir. Le côté de la lame recouvert d'une épaisse couche de terre se refroidit lentement pour éviter de brûler. Après durcissement, l'état est vérifié et s'il est bon,
On utilise une pierre aiguisée pour ajuster la forme en vérifiant les rayures. Le fil refroidit très rapidement tandis que le dos et les côtés refroidissent lentement. Au début, une courbure concave apparaît, puis après quelques secondes, la courbure convexe habituelle apparaît et reste là. On croit souvent à tort que la courbure de la lame est uniquement due au traitement thermique. Le forgeron peut choisir d'appliquer un certain degré de courbure, concave ou convexe, pendant le processus du sunobe, voire même après la trempe, afin de contrôler la forme finale. En fait, des lames droites pouvaient être obtenues même avec ce type de traitement thermique. Le ha, tranchant avec amone, contient du martensite, très dur, acier, avec durcissement. Et le corps, le dos et côté avec de la perlite et ferrite, plus flexible, trempé, créant une forte résistance au choc. La valeur de dureté en VHP pour les épées japonaises est la suivante, 650 à 800 pour VHP pour le fil, 400 à 300 VHP pour les côtés et 300 à 190 VHP pour le noyau. Mais gardez à l'esprit que la valeur peut changer beaucoup. Il est possible que les épées mono-acier fabriquées au XVIe siècle au Japon avaient une dureté moindre au niveau du tranchant. Mythe. Donc, le fameux mythe du Tamahagane. Donc, on va parler de mots et significations. Tamahagane, provenant du japonais, veut dire acier précieux. Comme le dit là sur la vidéo le forgeron Walter Sorrell, le Tamahagane, c'est de l'artisanat complexe, mais il n'y a rien de magique. C'est un artisanat et il faut suivre les étapes et le savoir ancestral, mais il n'y a rien de magique et mystique selon lui. Donc le mot Tamahagane provient du japonais. Et le japonais, c'est un pays, c'est une culture, ce sont des hommes et des territoires, c'est donc du terroir. Le sabre japonais, provenant du Tamahagane, extrait du tatara, sublimé à la forge pour devenir la lame légendaire au tranchant affûté, depuis l'ère Nara. Car on a vu, avant 700 ans après Jésus-Christ, le sabre à lame droite de l'ère Nara n'était pas à proprement parler un sabre japonais. Donc, c'est depuis 700 ans après Jésus-Christ que le sabre japonais est né. Donc l'artisanat des forgerons japonais ne cesse de surprendre et de ravir le monde par la beauté métallurgique et l'efficacité martiale de ces sabres. Cet artisanat est étroitement lié à des croyances. Le culte de la religion Shinto. Effectivement, une déesse est attribuée aux forgerons japonais, elle s'appelle Kanayago. Le Tamahagane et Uchi Katana existent depuis environ 1300 ans. Quand je dis Uchi Katana, on voit que l'Uchi Katana est apparu vers l'époque Edo. Donc avant le terme générique katana sur l'époque Muromachi ou antérieure, c'était des tachi, comme on a pu le voir. Donc maintenant on va parler du e-commerce et du Tamahagane. Au même titre que le vin, le Tamahagane est une appellation désormais utilisée dans d'autres pays commerçants pour désigner un produit alternatif hybride loin de ses racines. Le vin provient du sol, du peuple, d'une espèce végétale, d'un héritage culturel et artisanal français millénaire. Comment un produit culturel et artisanal peut-il être réalisé ailleurs que sur son sol d'origine ? Compétitivité, capitalisme, production de masse et mondialisation. Avec le Tamahagane, conçu en dehors du Japon, est-ce le même produit ou la même œuvre d'art que celui traditionnellement conçu à l'origine ? Telle est la question. Techniquement, si l'on extrait un acier précieux à partir d'un processus de fer acier liquide artisanal partout dans le monde, avec acier de 0,6 à 1,5% de carbone, de grande qualité, en termes de pliage, de forge, de trempe, quelle que soit l'origine industrielle de l'acier ou une fonderie traditionnelle, cela fonctionnera pour couper des homotés ou du bambou. On pourrait dire que c'est un acier précieux car idéal pour fabriquer un sabre japonais. Mais est-ce du Tamahagane, du vrai Tamahagane? NBTHK. Techniquement, culturellement
Et éthiquement, non, ce n'est pas du tamahagane à mon avis. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est du tamahagane. Comme pour le vin, on pourrait dire que c'est une copie de n'importe quel pays ou que c'est un tamahagane d'un autre pays. Tout simplement parce qu'il faut que tous les composants viennent du Japon, tatara, sable, de fer, charbon, argile, chaleur thermique, eau, artisan, savoir-faire, pour pouvoir dire que c'est du tamahagane. En tant qu'appellation d'origine contrôlée, l'AOC contrôle l'espèce, le lieu, l'origine et l'artisanat du produit en France pour le vin. La même chose existe pour les sabres au Japon. Le minerai de fer est une matière première provenant de Shimane, comme on l'a vu. Katana est un design, une forme de sabre à un seul tranchant. C'est du patrimoine culturel japonais. L'origine de la fabrication est donc très importante pour la qualité ou l'authenticité d'un objet d'art. Pareil avec le vin français. Cépage, c'est l'espèce végétale, par exemple le merlot. Région, peut-être en France ou en Californie. Appellation, AOP en Europe ou AOC en France garantira l'origine et la qualité. Un merlot de France n'a pas le même goût qu'un merlot de Californie, en raison des sols, de l'air et du savoir-faire de la région. Contrôler l'origine du produit est vraiment important. C'est pourquoi la NBTHK a été créée au Japon pour protéger le patrimoine artisanal et culturel des sabres japonais. Extinction et renaissance du katana. Au milieu de la période Meiji, 1868-1912, avec l'importation d'acier bon marché d'outre-mer, la demande de fer japonais a considérablement diminué. En raison de la propagation rapide du fer occidental, qui est raffiné à partir du minerai de fer, ayant une qualité bien supérieure au sable de fer produit par les méthodes modernes de fabrication de l'acier occidental. Les quelques techniques restantes de pressage du fer Mashi-Oshi ont été temporairement relancées sous le nom de Yasukuni Tatara, de 1933 à 1945, en raison de commandes de sabres japonais militaires en temps de guerre, les Gunto. Celles-ci ont disparu de nouveau de la scène publique après la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de forgerons a considérablement diminué après cette période, mais quelques-uns ont continué à fabriquer des sabres à partir du petit stock de Tatara Yasukuni. Après l'ère Meiji, ce fut ainsi l'extinction du sabre japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, l'unité opérationnelle américaine GHK a tenté de confisquer toutes sortes d'armes japonaises en 1948. NBTHK a été créée pour préserver le patrimoine japonais. Nihon Nijutsu Token Mozon Kyukei, comité de présentation du sabre d'art japonais, pour protéger l'art et l'histoire japonaise en créant une entité gouvernementale et en recherchant le plus grand nombre d'origami. Les origami étaient des artisans affûteurs capables de créer un certificat pour un sabre antique en 1948. Cette organisation protège les anciens katanas Nihonto en délivrant un certificat d'authenticité avec différents niveaux de qualité. Niveau 1, sabre très important, Tokubetsu Juyo. Niveau 2, sabre important, Juyo. Niveau 3, sabre spécialement conservé, Tokubetsu Ozon. Niveau 4, sabre conservé, Ozon. NTHK, organisation non lucrative, la Nihon Tuken Ozonkai, la société japonaise de préservation des sabres, a été créée à partir de 1910 après l'ère des samouraïs. Niveau de qualité, 3 niveaux. 1. Précieux, Yushu Saku. 2. Évalué, Kanteisho. 3. Authentifié, Shinteisho. Renaissance en 1977 du sabre japonais, avec l'ouverture du four traditionnel Tatara de Shimane, et fabrication de lame japonaise moderne Gendaito Shinsakuto au Japon. L'Association pour la préservation des sabres d'art japonais et des métaux Hitachi, le seul fabricant d'acier spécial restant, a pris la situation très au sérieux et a décidé en 1977 de fermer le Tatara Yasukuni pour permettre aux forgerons de continuer à fabriquer des sabres, estimant que les sabres japonais ne sont pas des armes mais des œuvres d'art. En 1977, le site du Yasukuni Tatara, qui avait été fermé, fut rebaptisé Nito Tatara et restauré jusqu'à nos jours. Le katana japonais est l'une des plus grandes œuvres d'art métallurgiques au monde. Le Tatara Buki est l'ancienne méthode japonaise des productions de tamahagane, le matériau utilisé dans la production traditionnelle des lames japonaises.
Oku-Izumo, situé désormais dans la préfecture de Shimane, dans la région de Sanin, est le centre de la méthode de production d'acier Tatara-Buki. Cependant, cette méthode a été abandonnée suite à l'introduction des techniques modernes de fabrication de l'acier en 1925. Pendant la guerre, la demande croissante d'épées militaires a entraîné la renaissance de la méthode Tatara-Buki et la fondation du Yasukuni Tatara à Oku-Izumo en 1933. Cependant, le Tatara fut fermé après la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Le Nihon Bijutsu Token Ozon Kyokai NBTHK a été fondé après la guerre. Voici des certificats d'authenticité délivrés par la NBTHK en jaune et en blanc pour la NTHK. Son objectif premier était de préserver le sable japonais et ses techniques de fabrication en tant que culture traditionnelle. En 1976, la NBTHK a assumé la responsabilité du Yasukuni Tatara sous le patronage du Trésor national. Plus tard, le processus de production du tamahagane a été reconnu comme un artisanat traditionnel désigné pour la préservation par le ministère de l'Éducation. En plus de produire de l'acier, le Nitoho Tatara forme également des artisans à la production de tamahagane. Le tamahagane est distribué aux forgerons de sabre dans tout le Japon et contribue à la préservation des savoir-faire traditionnels de la production de katana d'art japonais. La Nitoho Tatara Association, japonaise pour la préservation des épées, qui opère un corps chaque hiver dans la ville d'Oku-Izumo, préfecture de Shimane, produit environ 1 tonne de tamahagane par cycle de production, c'est-à-dire une génération, et comme le processus est effectué 3 fois, donc 3 générations, pendant cette période, le tamahagane obtenu pèse environ 3 tonnes et est distribué aux forgerons dans tout le Japon. Si la fabrication du fer Tatara est toujours en activité aujourd'hui, c'est grâce aux efforts extraordinaires de la NBTHK et des forgerons et origami japonais. Le Tatara Yasukuni et le Tatara Nitoho ont été classés selon des normes différentes, le Tatara Yasukuni ayant 4 niveaux de qualité. Grue, pin, bambou, plume. Dans Nitoho Tatara, la qualité est divisée en 3 niveaux. Premier niveau, deuxième et troisième niveau. Le tamahagane de la plus haute qualité du premier et deuxième niveau est utilisé pour fabriquer des sabres. La norme de qualité du tamahagane du Tatara Yasukuni était déterminée par la teneur en carbone ainsi que par les impuretés. Le tamahagane de la plus haute qualité a une teneur en carbone d'environ 1,5%. Comme pour le Yasukuni Tatara, les critères de classification de la qualité du tamahagane Nitoho Tatara comprennent la teneur en carbone et les impuretés, ainsi que l'apparence du matériau une fois raffiné en tamahagane. Les critères pour le tamahagane premium sont une teneur en carbone de 1 à 1,5% de carbone, de très petites impuretés et une surface de fracture uniforme. La section transversale du métal lorsqu'il est écrasé. Pour le tamahagane de deuxième qualité, une teneur en carbone de 0,5 à 1,2, de très petites impuretés et une surface de fracture légèrement uniforme. Et pour le tamahagane de troisième qualité, une teneur en carbone de 0,2 à 1%, de très petites impuretés et une surface de fracture légèrement uniforme. Les produits de troisième qualité avaient une teneur en carbone de 0,2 à 1% et la surface de fracture était rugueuse. Bien qu'une analyse détaillée des composants ne soit pas disponible, on peut constater que le tamahagane utilisé pour la fabrication des shinken a été sélectionné en fonction de l'état de la surface de fracture après meulage. Le Nitoho Tatara produit environ 2 tonnes par opération, donc une génération, dont environ 1 tonne de tamahagane et seulement 20% de tamahagane de qualité supérieure, ce qui montre à quel point le tamahagane utilisé pour les shinsakuto était et est toujours précieux. Tatara-Buki est exploité chaque hiver. Nitoho Tatara est un grand four traditionnel. Pour la production de fer et d'acier, il est exploité par le Nihon Bijutsu Token Ozon Kyukai NBTHK. Tatara-Buki était désigné comme un art et technique métallurgique traditionnel et patrimoine vivant, culturel, matériel et immatériel protégé par une législation. Ce patrimoine vivant a été créé par un amendement à la loi pour la protection des biens culturels en 1975 dans le but de soutenir d'importants biens culturels immatériels. 29 groupes et 52 personnes sont reconnus comme patrimoine vivant depuis 2010. À l'heure actuelle, l'exportation de tamahagane hors du Japon est interdite par le gouvernement japonais. Mythe.
Acier moderne. Techniquement, un katana en acier industriel moderne, Mi-95 ou T10, peut couper un omote, du bambou ou du papier, de la même manière qu'un shinsakuto japonais en tamahagane. Les matériaux de réfracterie utilisés avec un four métallurgique moderne atteignent une température de 3000 degrés, plus élevée que le four traditionnel limité à 1300 degrés, pour produire un acier plus dur et de meilleure qualité. Je n'ai pas essayé de couper sur un kabuto, casque de samouraï historique, mais beaucoup de youtubeurs ont essayé sur un morceau de métal. Même l'acier industriel est loin de la tradition. Même si l'acier industriel est loin de la tradition, il semble plus résistant pour les chocs ou contraintes lors des tests de coupe. Parce que l'acier moderne issu de l'industrie a la qualité de fer la plus pure comme matière première avec de l'oxyde de fer sans impureté. Cependant, la différence d'homogénéité du carbone dans l'acier industriel comparée à celle obtenue par la forge traditionnelle japonaise reste à démontrer. Toutefois, l'acier moderne coûte beaucoup moins cher qu'un acier traditionnel, 100 fois moins cher. Le tamahagane moderne fabriqué au Japon par un tatara moderne est très onéreux et limité en termes de rendement. Comme le dit le célèbre youtubeur japonais pratiquant d'Iaido et Batodo, Shogo, let's H Shogo, le fer est la matière première Satetsu, et l'acier du Japon, dans l'ancien temps, était de très mauvaise qualité métallurgique et il contenait beaucoup trop d'impuretés. Donc en tant qu'acier, c'était pas un acier de très bonne qualité. Si on pense à la période Edo, sur la fabrication des sabres avec la méthode Tatara. On comprend facilement que si la matière première est de trop mauvaise qualité, il a fallu beaucoup de travail de la part du forgeron japonais pour le rendre plus solide, en le pliant afin qu'il soit plus résistant et plus efficace pour le champ de bataille à l'époque féodale. Comme l'affirme Stefan Roth, forgeron d'Allemagne dans l'interview Jouer Exprave, l'acier moderne est largement supérieur aux anciens matériaux en termes de résistance à la traction. Le tamahagane n'est pas utilisé au Japon, selon lui, aujourd'hui pour fabriquer des katanas aux performances maximales, mais pour fabriquer des épées artistiques et de fabrication traditionnelle, dit-il. Cependant, en comparant des sabres à acier ressort ou T10 avec un sabre tamahagane, Shinsakuto pour la coupe, j'ai une autre opinion, issue de mon expérience avec les deux, pour la pratique du tameshigiri. En comparant le katana en acier moderne fait en Chine ou ailleurs avec le katana fait au Japon en tamahagane moderne. Stefan Roth dit aussi, avec son Nihonto de 1750 présenté en vidéo de sa collection, qu'un tel sabre était pratique il y a 150 ans, tant que le tamahagane était la seule solution. La seule option. Le tamahagane était la seule option métallurgique du pays à cette époque pour fabriquer des lames. Il dit que les anciens maîtres apprécieraient davantage l'acier moderne d'aujourd'hui, car les aciers modernes sont fabriqués avec du fer purifié à plus de 3000 degrés, une température plus élevée que le four tatara traditionnel limité à 1300 degrés. Dans l'acier moderne, les impuretés sont réintroduites par la suite, comme on a pu le voir sur le processus de fabrication du haut fourneau. Les fers modernes ont été largement purifiés avant leur vente. Le tamahagane moderne est donc presque identique, selon lui, à l'acier moderne en termes de qualité, car il n'est plus possible d'acheter des matières premières type fer ou sable de fer de mauvaise qualité. L'acier plié n'a selon lui aujourd'hui qu'une vocation esthétique, aucun intérêt mécanique. Mais il dit aussi, la forge est un lieu sacré au Japon. Le forgeron est un prêtre shinto, cela fait partie des rituels shintoïstes. Voilà, on a fini pour cette partie 5 de qu'est-ce que le tamahagane. Là, vous pouvez donc voir la forge de Nitoho, donc qui a été créée et relancée en 1977 là par la NBTHK, qui conserve la tradition, l'esprit de la tradition. On a vu que la méthode Keraoshi est celle qu'a choisie la NBTHK pour préserver le patrimoine et démontrer la méthode de fabrication du tamahagane, même si il y a eu une autre méthode qui était sûrement plus répandue au Japon. C'est la méthode Zuko-Oshi. Une autre méthode bien moins connue dont on a parlé au début, les deux amenant de toute façon un tamahagane à 1 jusqu'à 1,5% de teneur en carbone, qui, après le processus de forge, descend à 1. 1,1% comme on l'a vu. Donc, du coup, on est raccord avec ces informations
et les informations que livre le forgeron allemand Stefan Roth concernant l'équivalence de qualité entre le Tamahagane moderne et finalement l'acier industriel moderne. Là, on peut voir une lame de Tamahagane moderne. Si je dis pas de bêtises, on voit donc le Hamon. C'est une lame Bohai. Donc, on peut se dire que le Tamahagane apporte vraisemblablement un plus pour le forgeron s'il fabrique lui-même son acier dur ou moyen. Et il peut contrôler du coup la qualité de l'acier, sa dureté, et ensuite le purifier avec une homogénéité du carbone dans la lame grâce au processus de forge et réduire, selon son souhait, la teneur en carbone comme pour la lame Kamakura dont on avait parlé avec 0,8% de carbone qui serait la lame de champ de bataille par excellence qui aurait été la plus solide. Voilà, là c'était les images dont je vous avais parlé avec le forgeron allemand. Donc on a fini pour cette partie concernant le mythe. On va parler maintenant d'artisanat. Donc le katana moderne. Qu'est-ce que c'est que le katana moderne ? Finalement, on a parlé de la forme, on a parlé des matériaux, donc le Tamahagane, parce qu'il n'y a pas de katana moderne sans une matière première artisanale, faite par le forgeron lui-même, qui fait son propre acier, ou qui va le récolter auprès d'une forge, type Tatara, comme Nitoho. Donc aujourd'hui, un sabre, il peut être fait de 3 manières, pour simplifier. Il peut être fait soit au Japon, et il va coûter entre 8 000 € et 30 000 €. Donc ce sera un acier artisanal de Tatara moderne, qui provient soit d'un Tatara fait par le forgeron lui-même, soit d'un Tatara appartenant à la NBT-HK. Ensuite, il y a le processus de forge, il y a le Hamon, le polissage, l'affûtage, la fabrication du manche et du fourreau, les raccords et l'artisanat traditionnel de niveau élevé. Voilà, ça c'est la première option aujourd'hui pour se procurer un katana moderne. Ensuite, il y a une deuxième option. C'est un katana moderne mais fabriqué en dehors du Japon. Donc aux États-Unis, en Corée, en France ou en Europe. Et il sera fait par un forgeron. Et ça va coûter entre 4 000 et 6 000 €. Donc ce sera soit un acier artisanal moderne, donc fait maison, comme un Tatara, on a pu le voir, soit un acier industriel moderne. Et ensuite, il y aura le travail de forge, qui sera un travail artisanal, idem pour le Hamon, le polissage, l'affûtage, fabrication de Tsuka Saya, raccord, artisanat souvent avec des innovations sur la conception, car la plupart du temps avec des machines modernes dans la forge. C'est vraiment ce qui va distinguer un katana fait au Japon d'un katana artisanal pas fait au Japon. Ce ne sera pas les mêmes outils et ce ne sera pas les mêmes influences esthétiques et culturelles. Forcément, si un Français comme Michael Sabatier fait un sabre, c'est différent de si c'est un sabre fait par un grand forgeron au Japon. Pas la même culture. Ensuite, les matériaux sont pas les mêmes. On a pu voir que si on prend un minerai de fer aux États-Unis, on a de l'hématite, alors que on aura un autre minerai de fer si on fait le sabre au Japon avec du satetsu, avec de la magnétite. Donc, tous ces éléments vont changer la conception du sabre dans
la partie artisanale et mécanique. Ce ne sera pas exactement le même savoir-faire. Donc certains forgerons étrangers se sont formés au Japon et ensuite ont lancé leur propre business de fabrication de sabres. En Corée, par exemple, vous avez une marque qui s'appelle Motohara qui va faire des sabres pour le tamashigiri qui seront avec des aciers modernes, donc des aciers industriels qui ont des propriétés mécaniques assez intéressantes pour couper du bambou ou des omotés, qui ont une bonne résistance. Et ça va quand même coûter à peu près 4500 €. Voilà. Vous avez une troisième option, la plus connue, c'est le katana moderne fabriqué en Chine. Donc là, les prix démarrent à 200 € et peuvent finir à 5000 €. Donc entre 200 et 1000 € la plupart du temps, on est sur un travail à la chaîne. Donc c'est pas à proprement parler vraiment un travail artisanal. Et l'acier sera de l'acier industriel moderne. Contrairement à un sabre à partir de 2000 à 5000 € fait en Chine, qui, comme ce que vous pouvez voir sur la vidéo en haut à gauche, en Chine par Ron Shen, qui est le fils de Paul Shen, va faire un acier et un sabre artisanal à partir de matières premières qu'il va trouver en Chine. Et avec une esthétique et des influences culturelles chinoises. Donc, ensuite, il y aura le travail de forge, de hamon, polissage, affûtage, fabrication, tsuka, saya, raccord, artisanat avec innovation sur la conception, car avec des machines modernes dans la forge. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois options du katana moderne. On va parler maintenant de pratique, c'est-à-dire que comment pratiquer avec un katana. Donc, comme on l'a vu, tout est question de qualité. Il y a la fabrication de l'acier, le processus de forge, la répartition du poids sur la lame, l'équilibrage, le hamon, la beauté et l'efficacité du fil, qualité de l'ensemble de la chaîne artisanale et des matériaux et des raccords. Cela constitue une condition importante pour la santé du pratiquant de bateau d'eau, pour ses articulations et sa sécurité en général durant la pratique. Mais on peut voir que, en fait, le sujet central du tamagane, si on va aller plus loin à un niveau pratique, c'est ce fameux test du Kabuto Wari. De couper un casque historique et de s'assurer, donc ça forgé par Yoshihito Yoshihada, qui dans les années 80, 70 ou 80, il me semble que c'est dans les années 80, a réalisé donc ce test pour vérifier la grande qualité de conception sur ce sabre moderne type Shinsakuto. Donc ça c'est le test ultime, le Kabuto Wari. Il y a d'autres tests qui sont possibles pour vérifier la solidité, c'est couper un morceau de bois. Voilà, ça s'était fait au Japon, donc couper des grands omotés ou carrément des tatamis ou des objets en métal. Et là c'est beaucoup plus risqué parce que ça peut casser la lame, à moins que la lame soit d'une grande conception métallurgique. Là, vous avez deux lames. Une lame faite au Japon en tamagane, à gauche, et à droite, vous avez une lame à partir d'acier occidental. Et donc, ils vont essayer de casser le pied d'une chaise. Donc, on va voir comment réagit l'acier. Alors, bien entendu, ce test, c'est un peu le test ultime pour voir si le sabre est résilient et cassant. C'est-à-dire qu'il peut couper, casser, sans être cassé. Donc c'est vraiment un peu comme le 0,8% de le koto de l'époque Kamakura, le meilleur sabre qui aurait pu exister. Voilà. Donc ensuite, ça peut être de la propagande, c'est-à-dire que ces images pouvaient révéler que le tamagane étant supérieur en conception de par le pliage, l'homogénéité du carbone et l'acier type mix de dur et moyen donnant le meilleur équilibrage. Ensuite, vous avez d'autres tests. Vous avez la coupe de bambou. Ça, j'en ai déjà parlé dans la chaîne. Ça révèle effectivement pas mal de choses quand la coupe est propre, parce que quelle que soit la constitution de la lame, que ce soit en kawagane ou un alliage en kawagane et hagane, qui serait la meilleure option, effectivement, de lame,
Ça a été prouvé en fait par des recherches scientifiques sur la mécanique des lames, en comparant les lames type laminé et les lames monobloc, monostyle, monoacier. Et monoacier serait vraiment la fameuse lame de l'époque Kamakura, à 0,8 pourcentage de carbone, aurait vraiment révélé la meilleure constitution, un mix de Kawagane et Hagane, pour faire un acier unique, monobloc, et vraisemblablement ce serait la meilleure solution mécanique. Voilà, si on doit faire un test avec métal contre métal. Là, en l'occurrence, la lame sur ce test-là a l'air d'avoir bien passé le test sur le Kabuto Wari. J'ai vu d'autres Kabuto Wari, ça peut vraiment réussir. Et la lame ne casse pas. Donc ça révèle vraiment le plus haut niveau de solidité et de qualité métallurgique. Bien entendu, moi, pour avoir fait de la coupe sur du bambou, il y a toujours une altération sur le tranchant du fil. En revanche, si le tranchant de la lame ne casse pas, il n'y a pas un éclat, c'est un très très bon indicateur, non seulement du forgeage de la lame, mais de sa géométrie. C'est-à-dire, est-ce que elle est Shinogi Zukuri ou une autre géométrie est adaptée pour frapper sur des objets métalliques. Voilà, on a fini pour parler de la dimension pratique et des tests les plus poussés pour vérifier la solidité d'une lame et donc l'intérêt du Tamahagane. Opinion. On va conclure avec ce dernier chapitre sur cet épisode sur le Tamahagane. Donc je vais vous parler un petit peu de mon opinion sur le sujet. Donc il y a une énorme différence entre les katanas faits au Japon et les autres, en Chine, en Corée, ailleurs. Je n'ai pas tout testé, même si les fabricants asiatiques et occidentaux sont parfois très compétents. Après 4 ans, je pense vraiment que tout est question de qualité et d'expertise en artisanat et forge. Les sabres du Japon, pour bateau d'eau que j'ai essayé, étaient tout simplement les meilleurs en qualité de forge, matériaux, équilibrage et répartition du poids. Même si de nombreuses marques étrangères sont très bien, comme Motohara, Zesei, Huawei, Hanwei, Johnny ou autres. Selon moi, la santé des articulations du pratiquant de bateau d'eau est vraiment liée à la qualité de l'équilibrage. Et la correspondance entre les mesures du Shinken et la taille morphologie du pratiquant est la clé. Donc comme le vin français, le Tamahagane, c'est un Châteauneuf-du-Pape, un Dom Pérignon ou un Pétrus. On ne peut pas le copier, c'est un chef-d'œuvre, mais vous pouvez proposer autre chose pour différents goûts culturels et niveaux d'appréciation. Ceci n'est que mon avis et mon retour d'expérience sur mon parcours Budo, et toutes les longues recherches sur le sujet Tamahagane. C'est de loin le sujet le plus délicat et le plus difficile à comprendre du point de vue métallurgique, historique, culturel, marketing et martial que j'ai pu approcher. Je pense que toutes les marques sont excellentes et peuvent être utiles aux pratiquants de bateaux d'eau du monde entier. Les aider avec un budget faible ou élevé à pouvoir s'entraîner et un jour peut-être pour les plus dévoués à acheter et avoir l'honneur de posséder un Gendaito Shinsakuto moderne du Japon. A mon avis, un vrai katana Tamahagane est fabriqué au Japon, tout comme un Yaito, parce que c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux en termes de pratique martiale pour les articulations saines, une pratique authentique et une dimension budo spirituelle. Car le temps ne respecte rien de ce qui se fait sans lui, des artisans japonais consacrant 1 à 2 années à la fabrication d'un sabre ne peuvent qu'en faire un outil martial supérieur comparé à un travail à la chaîne industrielle réalisé dans une usine avec même qualité de matière première à notre époque. Donc ma réponse est, il ne peut y avoir de Tamahagane venant d'un autre pays que le Japon. On pourrait peut-être dire Tamahagane de Chine, ou bien acier artisanal de haute qualité en provenance de Chine, ce qui serait plus approprié à mon avis. Vous trouvez toutes les vidéos et références utilisées pour cette vidéo dans la description ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et comprendrez pourquoi il a fallu autant de temps pour essayer de répondre à cette simple question. Qu'est-ce que le Tamahagane ? Question finalement assez complexe. Plus je creusais le sujet, plus il était difficile de répondre simplement. Je comprends bien qu'une vie universitaire entière serait appropriée pour essayer de répondre correctement à cette question. J'ai fait de mon mieux, avec beaucoup moins de temps.
mais c'était une quête très enrichissante. Je vous souhaite de rester concentré, l'esprit paisible et le corps en bonne santé, cordialement, Running Hood.